Tous. Moi, je vais vous parler de quelque chose peut-être d'un petit peu particulier. Je vais vous parler du relogement des personnes dans les années 60 et de la manière dont ce relogement a défini deux figures, ou a redéfini deux figures qui sont d'une part la figure de la marginalité et d'une part la question de l'ethnicisation. Alors, à la fin des années 50, donc la France s'engage dans une politique de modernisation urbaine où il ne s'agit pas seulement de régler la question sociale, mais également de moderniser la société tout entière. Et vous avez un certain nombre de lois qui vont être promulguées pour détruire les taudis, détruire le logement insalubre et ce qui s'appelle à l'époque les bidonvilles. Donc vous avez la loi de rénovation urbaine de 1958 qui accompagne également la loi des zones à urbaniser par priorité. Vous avez la loi bidonville, la première loi bidonville, la loi Debré en 1964, puis la loi Ningesser qui vient amender cette loi bidonville en 1966, puis la loi de résorption de l'habitat insalubre, dite aussi loi Vivien, en 1970. Alors, du coup, au fil de ces lois, puisqu'il s'agit de mettre en place une démolition, reconstruction, et donc de déloger finalement des personnes, puis de les reloger, mais la réflexion autour du relogement ne s'est pas faite de manière concomitante avec ces lois. Elles les ont accompagnées, mais elles ne sont pas exactement raccords au niveau temporel. Et de plus en plus, il s'agit de répondre aux critiques qui indiquent que ces lois seraient violentes, seraient des lois qui ne respecteraient pas la dignité humaine. Vous avez un certain nombre de sociologues, par exemple, notamment des sociologues marxistes de la fin des années 60, qui parlent pour ces opérations de rénovation-déportation. Donc le mot est fort, surtout que c'est 15 années après la Shoah et que c'est le moment aussi où on commence à redécouvrir cette question. Et donc moi, je vais vous parler un peu de deux figures, la figure de la marginalité d'une part et la question de l'ethnicisation. Et deux figures qui sont assez instables dans les années 60. Par exemple, si vous prenez la question de la marginalité, j'ai repéré 12 adjectifs qualificatifs pour qualifier ces familles marginales. Donc vous avez les familles asociales, on parle des familles handicapées, inadaptées, des nouveaux pauvres, des familles inintégrées, à problème, des familles sous-prolétariennes, inorganiques, faibles, exclues. Donc voilà, c'est une profusion lexicale qui traduit une certaine instabilité. Et je vais vous parler de trois séquences urbaines qui sont largement imbriquées les unes dans les autres, depuis des associations chrétiennes qui appartiennent à cette galaxie chrétienne réformiste, j'emprunte le mot à Thibaut Tellier, et vers le champ administratif, et en particulier au sein du ministère de l'Équipement et de la direction de la construction. Et donc, comme j'ai déjà commencé à l'indiquer, cette communication fait écho à différents travaux d'historiens, notamment ceux de Marie-Claude Blanche-Aléard sur la résorption des bidonvilles et ceux de Thibaut Tellier qui interviendra juste après, qui s'est intéressé aux politiques urbaines et à l'humanisation des politiques urbaines à la fin des années 60 et au début des années 70. Alors, en février 1954, donc un épisode bien connu, l'appel de l'abbé Pierre, il donc lance son appel à la solidarité pour les plus démunis, et avec les fonds recueillis, il construit le camp de Noisy-le-Grand, accueillant 252 familles sans abri. Et l'abbé Pierre cherche un aumônier qui pourrait prendre en charge ce camp d'ATD, et on lui recommande un prêtre atypique du nom de Joseph Wresinski. Ce dernier s'installe en juillet 1956 dans le camp, s'investissant activement dans la lutte contre la pauvreté. Et il va fonder un an plus tard le groupe d'action et de culture européenne qui devient en 1960 une association bien connue, Aide à toute détresse, aujourd'hui ATD Quart-Monde. Alors un élément important pour Joseph Wresinski, c'est la connaissance de la pauvreté. L'un de ses objectifs majeurs, c'est caractériser cette nouvelle pauvreté et donner une image, et une image si possible scientifique, une image qui soit le plus fidèle à la réalité.
Dès la fin des années 50, il organise un premier colloque sur ce thème, puis il va profiter des nombreux réseaux d'ATD, notamment par exemple vous avez Geneviève de Gaulle qui fait partie d'ATD, donc c'est la nièce du général de Gaulle, et il va mettre en place avec l'UNESCO 2 colloques internationaux, en 1961 le premier et en 1964, sur le thème de la pauvreté, avec l'idée de définir la pauvreté dans les années 60. Donc je vous donne juste le titre de ces 2 colloques. Le premier, Famille inadaptée et relations humaines, 1961, et le deuxième, 1964, colloque sur les familles inadaptées. Et il va fonder en parallèle un bureau d'études et une maison d'édition avec l'aide d'une diplomate hollandaise, Alvin de Vos van Steenwyck, qui va beaucoup s'investir dans ATD afin de diffuser les résultats de ces colloques et éditer des chercheurs en sciences sociales proches de l'association. C'est notamment le cas, par exemple, de Jean Labins, qui va devenir un peu l'intellectuel organique du mouvement d'ATD. Et la réflexion qui est menée est très liée avec la question de la place de l'Église catholique dans la société. En tout cas, c'est une réflexion qui anime Joseph Wrezinski et qui lie sa pratique du christianisme à la lutte contre la pauvreté. Donc, on pourrait dire rien de nouveau. Mais il y a l'idée quand même que l'Église doit retrouver une place dans un monde qui se transforme, dans le monde des 30 Glorieuses, doit retrouver une place aux côtés des pauvres. Donc, il introduit les différents colloques, notamment par exemple celui de 1961, où il indique « Nous croyons que c'est par de telles familles, donc des familles inadaptées, que l'Église pourra renouer les liens entre la société et la cité de misère, entre Dieu et les populations repoussées, déroutées du monde moderne. » Donc il y a vraiment l'idée qu'on est ici en lien avec ce monde moderne qui émerge dans les années 60, cette société des 30 Glorieuses. Alors comment il voit la marginalité ? Alors bien sûr, la marginalité urbaine n'est pas un fait récent. On sait, grâce aux travaux par exemple d'Arlette Farge, que depuis le XIe siècle, on associe marginalité et urbanité. Voilà, la marginalité a une longue histoire et on la retrouve par exemple dans les années 30 dans la zone, dans les contours de Paris. Et de nombreux chercheurs donc là, sont invités dans ce début des années 60 pour réfléchir à cette notion à l'aune de ce nouveau monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que la réflexion sur la pauvreté va être réfléchie moins en termes économiques qu'en termes culturels. C'est-à-dire que la pauvreté dans un monde qui connaît une croissance à 2 chiffres, la société française des 30 Glorieuses, finalement la pauvreté serait moins un phénomène d'inégalité économique, mais plutôt une incapacité propre aux individus à intégrer la ville et le logement moderne. Je vous cite une phrase du colloque. « Si nous voulions combattre le phénomène des bidonvilles, des cités de misère petites et grandes dans nos pays occidentaux sont parsemées, notre première démarche devrait être de comprendre à fond l'incapacité évidente de ces habitants d'établir des liens humains et sociaux selon les normes acceptées. » Une autre phrase pour vous indiquer à quel point la question de la marginalité est liée à ce nœud culturel. L'exclusion sociale est la dernière conséquence de la pauvreté dans le monde industrialisé. C'est ce que nous apprend l'existence misérable d'un sous-prolétariat en marge des cités de l'Occident. Il évolue dans une sorte d'isolement, à l'écart des circuits économiques et sociaux, culturels et spirituels. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a un décrochement d'une partie de la population qui ne serait pas culturellement apte à accéder au logement moderne, alors même qu'on construit des logements en masse. Et le dernier point qui est tout à fait intéressant, c'est que la population qui est ciblée, on parle de bidonvilles, vous le savez peut-être, à l'époque, les bidonvilles sont surtout occupés plutôt par des Algériens et des Portugais. Et là, on se concentre sur le bidonville, ce qu'on appelle le bidonville de Noisy-le-Grand, où c'est plutôt une population française qui occupe ce bidonville. Et face à ça, Jean Labins, par exemple, qui étudie la population du bidonville de Noisy-le-Grand, indique « Ces données sont d'autant plus intéressantes qu'il s'agit presque uniquement d'une population française. La marginalité économique et culturelle se comprendrait assez aisément si une grande partie de la population était étrangère, voire d'origine nord-africaine, donc éduquée selon d'autres coutumes, comme il arrive souvent dans les bidonvilles. Mais il s'agit ici de Français et, qui plus est, dans la majorité des cas, de personnes nées et éduquées dans un milieu urbain. » Donc vous avez vraiment un ciblage très particulier
qui, on pourrait dire, ne correspond pas tout à fait à la réalité des bidonvilles de l'époque. Je vous ai mis une image donc, de Joseph Brzezinski en 1955 et du camp d'ATD. Donc, ils avaient construit des logements igloos, ce qu'ils appelaient des logements igloos, avec des tôles pour les gens qui habitaient dans le bidonville. Alors, en 1964 et 1966, donc je l'ai indiqué, c'est les deux grandes lois sur la résorption des bidonvilles. Et c'est un petit peu la prise en main de la question des bidonvilles par le ministère de l'Équipement, puisque précédemment, c'était plutôt le ministère de l'Intérieur qui s'en occupait, notamment en lien avec le fait que ce soit beaucoup d'Algériens qui occupaient ces bidonvilles. Et le ministère de la Construction engage, donc ministère de la Construction qui devient ministère de l'Équipement en 1966, engage en 1964 une réflexion sur le relogement des habitants des bidonvilles. Et cette réflexion est confiée à un haut fonctionnaire qui s'appelle André Trintignant, donc haut fonctionnaire né en 1911, qui va faire des études de droit et puis ensuite qui va rentrer dans différents ministères. Il va passer par le commerce, relations extérieures, mais en gros, il va être reconduit, il va servir sous Vichy, puis il va être reconduit. Il va être reconduit au ministère du Logement et de la Reconstruction et il va être en charge des études et il va plutôt être en charge il va plutôt avoir en charge des missions de réflexion. Et donc André Trintignant va mettre en place des groupes de travail sur les familles inadaptées. Ils vont se réunir en première partie en 1964, entre mai et novembre 1964, puis en 1966, en élargissant un autre groupe, un groupe intitulé le groupe Massenet. Alors c'est une réflexion assez originale et ces groupes de travail sont assez originaux à plusieurs points, puisqu'ils vont réunir tous les partenaires de l'époque qui traitent des questions des bidonvilles, du relogement et des populations les plus marginales. Donc parmi les différents ministères, vous avez celui par exemple de la santé publique, vous avez santé publique et population, vous avez le ministère de l'équipement, de l'intérieur, vous avez la préfecture de la Seine qui est présente. Parmi les associations, vous avez ATD qui va occuper une place centrale, en accord notamment avec André Trintignant. Notamment, ce sera l'association qui sera chargée d'animer les réunions ainsi que de réaliser les comptes rendus, donc une place assez centrale. Vous avez également l'association Emmaüs qui est liée. Vous avez d'autres associations, je ne fais pas la liste parce qu'il y a quand même pas mal d'associations, mais vous avez les pactes, notamment le pacte de Roubaix-Tourcoing, des sociétés HLM, la Logirem et Logirep, ainsi que des sociétés en charge du logement de manière plus générale, notamment la SIC, la SET. Et dans l'ensemble, vous avez à peu près les mêmes personnes qui participent au groupe de travail de 1964 et au groupe de 1966. Et l'une des tâches principales de ces groupes de travail, ça va être de définir ce que sont les familles inadaptées. Alors ATD, ayant porté une réflexion sur les familles inadaptées, tient, comme je l'ai dit, une place centrale. Elle est chargée notamment par André Trintignant de réaliser un tableau d'ensemble, je cite, comparant les différentes définitions de ce phénomène liées aux deux colloques de 1961 et 1964. Et ATD va classer les familles en trois catégories, les familles légères, lourdes et très lourde. Et selon elle, seule la dernière catégorie nécessite une attention particulière et un relogement, notamment dans ce qu'ils appellent à l'époque des centres de promotion sociale. Par ailleurs, dans le groupe de travail de 1964, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, encore une fois, la question des immigrés est totalement écartée. Il ne tend à considérer que les familles françaises en lien avec l'influence d'ATD et à exclure toute réflexion au sujet des, je cite, nord-africains, noirs, gitans, portugais ou autres. Par contre, en 1966, la situation a quelque peu changé. On commence à avoir un véritable questionnement très important dans la société avec la croissance des bidonvilles. Pour vous donner quelques statistiques publiées en 1965 et reprises dans la presse de manière générale, on compte 75 346 personnes au milieu des années 60 dans 255 bidonvilles répartis dans toute la France. Et selon les statistiques, 42% sont d'origine nord-africaine, 21% sont d'origine portugaise, 8% d'origine française et 5% d'origine espagnole. La question des immigrés ne peut plus être évitée.
Et le dernier point sur ces groupes de travail, c'est que la solution qui est imaginée pour les familles qu'on appelle lourdes sont, comme je l'ai dit, la cité de promotion sociale, mais qu'on appelle également des cités de transit. Alors ATD n'aime pas trop le terme, mais en tout cas c'est le terme qui est utilisé. Ce sont des logements où on apprend l'art de la promotion sociale, ou encore, je cite, ce sont des machines à apprendre à mieux vivre. En fait, ce sont des logements avec un encadrement social renforcé, et ce sont des logements qui avaient déjà, qui ont en fait une longue histoire, c'est une longue histoire de l'habitat propédeutique en France, mais qui avait ressurgi après 1945, notamment avec beaucoup de projets de l'architecte Robert Ozel, et qui avaient été utilisés pour les premières résorptions des bidonvilles à la fin des années 50. Publiés à l'issue des groupes de travail. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, donc, entre 1964 et 1971, les réflexions portées par les différents groupes de travail concernant le relogement des familles inadaptées sont traduites sous forme législative et réglementaire. Donc ça ne prend pas seulement la forme de loi, mais c'est également composé de circulaires ou de rapports permettant d'orienter la politique de résorption des bidonvilles et surtout le relogement des populations habitant dans ces bidonvilles. Et au sein de cette politique publique, la question des étrangers prend, comme je l'ai dit, une place croissante. Donc en 1967 puis en 1971, vous avez deux rapports qui sont dirigés pour le premier et écrits pour le second par André Trintignant, et qui viennent accompagner la seconde loi de résorption des bidonvilles de 1966, puis la loi de résorption de l'habitat insalubre de 1970. Alors on a un contexte quelque peu différent dans ces deux rapports. Le rapport de 67, donc comme je l'ai dit, est coordonné par André Trintignant et illustre les discussions et débats des groupes de travail de 1966. Le second rapport de 1971 a été rédigé uniquement par André Trintignant dans un contexte un peu différent. Vous avez mai 68 qui est passé par là. Vous avez également Robert Lyon, haut fonctionnaire humaniste, qui a été nommé à la tête de la direction de la construction. Et ce dernier souhaite réorienter les politiques urbaines vers une plus grande prise en compte des habitants et des catégories sociales les plus modestes. Il souhaite humaniser la politique urbaine, comme j'emprunte cette expression à Thibaut Tellier, qui en parlera certainement après. Et il charge André Trintignant de rédiger un rapport afin de guider l'encadrement social au sein des politiques de résorption de l'habitat insalubre et en particulier du relogement. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans ces deux rapports, c'est que malgré les différences de contexte, il y a une idée qui reste dans les deux rapports, l'idée qu'il existe au sein de l'habitat bidonville ou dans les logements insalubres de manière plus générale des ethnies différentes, je cite, et que cela doit être pris en compte dans le relogement, que l'origine des personnes et des individus doit être prise en compte pour le relogement. Alors, le premier rapport publié en 1967 signale que la résorption de l'habitat des bidonvilles nécessite une bonne connaissance des familles à reloger, toujours dans cette filiation avec ATD. Donc, après avoir évoqué les familles françaises vivant en bidonville, mais qu'on a vu étaient minoritaires, comme correspondant au schéma des familles inadaptées décrit par ATD et Jean Labins, il s'applique à décrire les familles immigrées en fonction des groupes ethniques particuliers. Et il indique qu'à chaque ethnie correspondrait une mentalité particulière détaillée dans le rapport. Alors ce rapport est en deux parties, donc là je vous détaille la première partie du rapport. Alors il sépare l'immigration européenne, notamment portugaise et espagnole, décrite comme ayant une meilleure intégration et une plus grande adaptation que l'immigration nord-africaine et les Noirs, je cite. Les Portugais et Espagnols sont ainsi réputés être durs au travail, facilitant leur recherche d'emploi et par là même leur intégration dans l'habitat, contrairement aux Nord-Africains qui sont décrits comme plus souvent au chômage et qui demeurent repliés sur eux-mêmes, craignant de communiquer avec un environnement qui paraît menacer leur tradition. Cette soi-disant capacité d'adaptation en fonction de l'ethnie aurait des conséquences très directes sur les chances d'intégration urbaine, ou donc d'intégration dans le logement moderne. Ainsi, il indique, pour les familles nord-africaines, même relogées en cité de transit, nombre d'entre elles ne mettent pas à s'adapter à la vie moderne l'entrain qu'on aurait espéré.
Donc vous voyez que le rapport s'appuie sur les préjugés de l'époque pour étayer son propos, appliquant une lecture essentialisante, largement héritière de la colonisation, avec l'idée que les populations nord-africaines, et donc il s'agit plus spécifiquement des populations algériennes, auraient des caractéristiques particulières qui expliqueraient une moindre intégration dans le logement moderne. Alors le rapport de 1971 conserve cette lecture ethnique, il conserve une lecture essentialisante et culturaliste, séparant à nouveau européens et africains et en indiquant que la politique d'assimilation est mise en échec par les difficultés persistantes que connaissent les Nord-Africains et les Noirs au niveau de la vie quotidienne au sein du groupe HLM comme dans l'environnement. C'est quelque chose qui est très fort à l'époque. Alors, une partie du rapport de 1967 est consacrée aux solutions devant permettre le relogement et l'intégration des familles en provenance des bidonvilles. Alors, il s'agit d'orienter ou de guider le personnel qui aura en charge le relogement donc suite à des opérations de résorption, là pour le coup des bidonvilles. Et les familles vont être classées en 4 catégories, A, B, C et D, correspondant à une échelle de relogement, allant du HLM classique, donc ce seraient des familles de type A, relogement définitif, à la cité de transit de court terme, appelée également cité de promotion familiale, donc comme le disait ATD, ce seraient des familles de type B, à la cité d'accueil, type C. Cité d'accueil, ce serait des cités de transit de plus de 2 ans, voire pour les familles de type D, à une cité constituée de petits îlots disséminés. Et on peut s'interroger sur le lien, en tout cas c'est ce que j'ai fait, dressé dans le rapport entre la description des populations dans une première partie, une description très culturaliste des populations vivant en bidonville, et ce classement des familles pour leur relogement. Les familles qui sont décrites comme les plus éloignées de la culture française, a priori, semblent être dans les catégories B, C et D, les moins évoluées. Toutefois, il est indiqué, et c'est assez intéressant, qu'il s'agit de laisser toute liberté d'appréciation à ceux qui seraient chargés de l'appliquer. Ainsi, la classification ci-après ne fait pas référence aux ethnies d'origine. S'il avait été procédé différemment, on aurait inévitablement suscité les images stéréotypées qui ont cours dans notre société et qui se révèlent fausses face à l'infinie diversité des individus. Vous voyez là, c'est complètement en contradiction avec la description culturaliste des individus qui était faite dans la première partie. Voilà, cette phrase semble complètement aller à l'encontre des préjugés ethnicisants défendus dans la première partie. Néanmoins, lorsqu'on regarde le détail du relogement proposé, les familles étrangères sont réparties de facto dans les trois dernières catégories, B, C et D. Donc il y a bien une classification des familles. En outre, il est précisé que le relogement doit tenir compte de l'éloignement par rapport à la culture française. Or, celui-ci fait largement écho à la description des familles, et notamment au fait que les familles nord-africaines sont considérées comme les plus éloignées. Ainsi, pour les familles de type B, il s'agit de familles étrangères dont le mode de vie et le niveau culturel sont proches de ceux de la société française, tandis que les familles de type C, ce sont des familles étrangères dont le mode de vie et la culture diffèrent profondément de la société française. Et donc, on peut considérer avec ces prescriptions que sans nommer précisément les groupes ethniques, les familles européennes, portugaises et espagnoles appartiendront plus aisément au groupe B, tandis que les familles nord-africaines seront classées plus facilement dans le groupe C et D. Ainsi, si le rapport n'associe pas directement une ethnie à un relogement particulier, il nie néanmoins le relogement à un présupposé d'adaptation culturelle relié à la classification et à la hiérarchisation des familles. Alors le rapport de 1971 est également intéressant puisqu'il ne va pas traiter directement du relogement, mais il va traiter de l'action socio-éducative. Et là encore, il va prendre en compte les caractéristiques ethniques, mais il va tout de même recommander une application personnalisée afin de faciliter l'intégration à la société française. Alors là, je vous ai mis, on ne voit pas très bien, mais c'est le schéma qui est dessiné pour le relogement des familles, donc schéma relativement complexe, où vous avez en fonction de vos catégories la possibilité de rejoindre tel ou tel type de logement.
Voilà, alors je vais conclure là-dessus rapidement. Tout d'abord, moi, dans mon travail de thèse, je m'intéresse à l'application finalement de cette loi. Notamment, je travaille sur une ville, sur Roubaix, et l'application de la loi RHI de résorption de l'habitat insalubre. Et on va s'apercevoir que ces prescriptions vont être relativement appliquées, mais de manière très inégale et très différente selon les territoires, et qu'il va y avoir vraiment un véritable bricolage pour adapter ces prescriptions d'André Trintignant. Et le deuxième, c'est les effets très ambigus de l'ethnicisation des politiques urbaines. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, ça va être utilisé pour orienter certaines familles nord-africaines et portugaises vers certains types de logements ou vers d'autres types de logements, mais ça va être également utilisé pour dénoncer le fait que les organismes HLM, à l'époque, n'acceptent que très peu les familles nord-africaines et les familles algériennes. Voilà, je vous remercie.